Bonjour à tous les confinés et bienvenue sur Penseur Sauvage. Oui, vous avez bien lu, je quitte l'UPR, et non, ce n'est pas un poisson d'avril en retard, c'est une décision dûment réfléchie et assumée. J'ai toujours dit que j'adhérais à l'UPR parce qu'indépendamment d'éventuels désaccords politiques de surface, ou d'ailleurs des bourdes d'Assino dont je m'évertue à expliquer qu'elles ne remettaient pas en cause le bien fondé de ses analyses, j'adhérais sur la base de la clarté du programme, mais aussi de la cohérence entre les convictions prônées par le parti ou son président et ses différentes prises de position. Et j'ai toujours été très clair sur une chose, tant que j'en observerai que je pouvais leur faire confiance, je continuerai à les soutenir, mais le jour où ça serait plus le cas, je serai le premier à en claquer la porte. Et vous l'aurez compris, c'est exactement ce qui s'est passé, et donc c'est exactement ce que je fais. Ce qui m'a poussé à ce constat, c'est la récente prise de position d'Assino et de l'UPR relativement à l'affaire Raoult et sa fameuse chloroquine, qui prétendument soignerait le Covid-19 avec une efficacité spectaculaire. J'avais pour la première fois entendu parler du concerné en tout début d'épidémie dans une vidéo où il expliquait que le Covid-19, après tout, c'était qu'un coronavirus de plus, qui aurait pas plus de morts que les autres années, et décidément que les gens sont complètement fous de nos jours, hashtag y aura rien, etc., etc. Déjà à l'époque j'étais resté sceptique, parce que c'est pas exactement ce que semblaient dire d'autres spécialistes, mais à ce stade je m'en étais pas mêlé parce que c'était juste l'opinion d'un chercheur sur une épidémie, et ça allait pas plus loin que ça. Peu après on a réalisé brutalement que l'épidémie en question était bien plus préoccupante qu'on l'avait pensé, et qu'on avait déjà pris pas mal de retard en la sous-estimant. Et soudain à coup, je vois réapparaître sur les réseaux sociaux ce docteur Raoult qui cette fois prétendait avoir découvert le remède contre la maladie. Évidemment, je me souvenais que quelques jours plus tôt, il expliquait que cette pandémie n'en était pas une et que tout ça n'était qu'un emballement médiatique irrationnel, et donc ça m'avait pas mal étonné qu'un type qui n'avait visiblement pas prévu de s'attarder spécialement sur le Covid-19 arrive à sortir un remède de son cul comme ça du jour au lendemain. C'est là que j'ai commis l'erreur de tweeter que je pariais que cette histoire de Raoult et de chloroquine, ça allait se révéler être du flanc. Et comme vous vous en doutez, je me suis pris sur la gueule un véritable tsunami de rageux qui m'ont immédiatement informé que j'étais un ignorant macroniste financé par Big Pharma et les compteurs Linky comme Hitler. Alors, vous me connaissez, j'ai tout de suite eu un début d'érection parce que forcément, avec le confinement qui s'annonçait, le troll que je suis ne pouvait pas résister à un véritable buffet de rageux directement livré à domicile. Du coup, je me suis mis à m'informer sur le bonhomme et ses affirmations, et putain, j'ai pas été déçu. Le type est un véritable charlatan, connu de longue date pour l'ouvrir et même écrire des livres sur des sujets sans aucun lien avec son champ de spécialité. Il falsifie ses statistiques en signant toutes les publications qui émanent de son institut sans même y avoir contribué. Il utilise les stats résultantes pour écrire lui-même des articles sur lui-même qui le présentent comme le champion du monde de la science. Il a été épinglé pour du harcèlement moral allant jusqu'à l'humiliation et le chantage dans le cadre du management de son institut, a même couvert des affaires de harcèlement et agression sexuelle visiblement graves, et concernant sa fameuse étude qui aurait prouvé l'efficacité de la chloroquine comme traitement, elle est purement et simplement truquée, faut dire les choses comme elles sont. Jusque-là, Assino n'avait pas pris position sur le sujet, à part dans une vidéo où, à la demande générale, il avait mentionné le docteur Raoult et la chloroquine avec prudence, en disant qu'il n'était pas médecin et qu'il savait pas départager le vrai et le faux dans ce débat. J'étais tout à fait ok avec ça, malgré ce que je savais, parce que je considère pas que l'UPR et Assino aient à prendre position dans un débat de nature scientifique et non pas politique. Sauf que ça a pas duré. Le 23 mars, il publie dans la même journée 3 articles. Un sur les enjeux du traitement du professeur Raoult à la chloroquine, un sur le refus du gouvernement de mettre en œuvre immédiatement le traitement, et un sur la gestion de la crise par le gouvernement, dans lequel il l'accuse d'une campagne de dénigrement contre le professeur Raoult et des manœuvres pour empêcher l'usage de la chloroquine. Vous imaginez bien que j'ai pas trop apprécié, mais à ce stade, la situation c'était que j'avais la confirmation que Raoult était un charlatan. Or, le principe d'un charlatan, c'est de tromper les gens. Et donc, en l'occurrence, j'avais présumé qu'Assino avait été trompé par sa prétendue étude. Ça arrive, tout le monde est humain, et quand un scientifique en apparence crédible vous dit avoir un remède, on peut effectivement s'étonner que le gouvernement ne suive pas ses conseils. Donc je lui ai immédiatement écrit pour lui expliquer, source à l'appui, en quoi il convenait d'être extrêmement prudent sur le personnage et ses affirmations, y compris en expliquant en quoi son étude avait été falsifiée et qu'il s'agissait pas juste d'une question de pinaillerie protocolaire. Je l'avais invité non pas à dénoncer le professeur Raoult ou la chloroquine, mais simplement à rétracter sa position et faire preuve de prudence en ne se positionnant pas sur le débat. Mais les 24, 26 et 27 mars, il publie pourtant à nouveau 3 articles. Un qui liste une série de témoignages bouleversants de gens qui souffraient de ne pas avoir accès à la chloroquine. J'imagine selon la logique, regardez comme souffrent les gens qui n'en ont pas, c'est bien la preuve que ça marche. Un autre qui éructe de joie après un décret autorisant la prescription de la chloroquine, dans lequel il vante le triomphe du docteur Raoult. Et un troisième dans lequel il essaye de pécho Douste Blazy après qu'il a appelé lui aussi à autoriser la chloroquine. Là, ça a commencé à me paraître louche parce que je sais qu'habituellement il lit mes messages. Mais avec le confinement et l'intensité de l'actualité, je me suis dit que peut-être il l'avait raté et donc il n'était pas au courant de son contenu. Donc j'ai cette fois réagi en commentaire pour réitérer mes appels à la prudence sur ce sujet. Entre-temps, j'étais en train de rédiger pour le média Le Rameau un article détaillé sur le sujet qui a été publié le 26 mars et que je vous invite à lire pour les détails concernant le Dr Raoult et son étude, le lien est dans la description.
2 jours après, je reçois une réponse de la page UPR officielle à l'un de mes commentaires. Il s'agit d'une série d'arguments d'autorité sans aucune valeur qui ne tient aucun compte des arguments que j'avais présentés à plusieurs reprises. Je me dis que j'ai probablement simplement affaire à un CM de la page et j'y réponds avec un double commentaire détaillé que l'argumentaire n'est pas recevable et j'y réitère les preuves de falsification de l'étude de Raoult. Mais très vite, je remarque que je reçois aucune interaction pour ces réponses. Ce qui est curieux vu qu'elles auraient dû au minimum recueillir quelques haha de la part de rageux pour me décrédibiliser. Quasiment en même temps, un contact de Facebook totalement indépendant relaie mon article pour attirer l'attention dessus, et il publie également l'argumentaire de la page de l'UPR en dessous en complément du débat. Je lui signale que je viens justement d'y répondre, et il me répond qu'il ne voit pas mes réponses. Là, ça devient assez clair que ma réponse a bien été masquée pour ne laisser visible que l'argumentaire moisi posté par la page officielle de l'UPR. Il faudra pas longtemps pour que j'apprenne de sources sûres que d'une part c'était bien François Asselineau en personne qui m'avait répondu, et d'autre part qu'il avait effectivement masqué mes réponses. C'est quand même pas mal pour un type qui se plaint d'être censuré dans les médias. Là, il n'y avait plus de doute, Asselineau avait bien lu mes messages, mais il persistait néanmoins, en connaissance de cause, à soutenir le Dr Raoult et sa poudre de Raoultine. Et ça, c'est absolument hors de question que je me rende complice, donc j'ai immédiatement annoncé sur Twitter qu'à compter de cet instant, mon soutien à l'UPR était à considérer suspendu, et que je me détachais de toute prise de position du parti ou de son président relativement au Dr Raoult ou à la chloroquine. La raison pour laquelle j'ai dit suspendu et non pas résilié, c'est parce que j'attendais voir si Asselineau allait par la suite nuancer sa position et éventuellement revenir à la raison, auquel cas j'aurais pu revenir sur cette décision. Ça n'a pas été le cas. Le 29 mars, il publiait à nouveau un article dans lequel il explique cette fois que la Russie aurait décidé d'appliquer un traitement très proche sur la base d'un calcul réalisé par une IA, et que ça serait bien la preuve que Raoult doit avoir raison. Et enfin, le 31 mars, il publie carrément une vidéo spéciale chloroquine dans laquelle il présente un argument en faveur de son usage qu'il considère relever du bon sens. Et donc je me suis dit que j'allais y répondre également en vidéo pour expliquer ce que j'en pense et saisir l'occasion pour annoncer mon départ du parti. Alors on va s'en passer quelques extraits. Je note d'ailleurs que, pas plus que moi, la plupart des intervenants, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre le recours à l'hydroxychloroquine, eh bien, ne sont médecins. Voilà. Alors premier point, si on doit être médecin pour le critiquer, est-ce qu'il ne faut pas également être médecin pour le soutenir ? Et de plus, je suis certes pas médecin, mais qualifié en épistémologie des sciences, donc tout à fait apte à évaluer la méthodologie employée par Raoult. Parce qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir étudié une discipline spécifiquement pour être capable de comprendre comment fonctionne la méthode à l'œuvre dans son étude et à quoi elle sert. Donc là, concrètement, c'est purement d'arguments d'autorité. Malheureusement, certainement, d'ici une semaine, il risque d'y avoir peut-être 800 morts par jour. Eh bien, comme on disait sous Louis XV, lorsque le feu est au château, qui se soucie des écuries ? Désolé, mais la science, c'est pas une écurie. La méthode scientifique s'est établie pour éviter l'erreur, donc si on en fait l'économie, on s'expose à l'erreur. Et c'est justement du fait de l'urgence de la situation qu'on a plus que jamais besoin d'éviter ça, parce qu'elle pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Et si on a, comme c'est la position des gens qui s'opposent au traitement par l'hydroxychloroquine, qui disent non, ça ne respecte pas les règles de les règles de ci, les règles de ça. Ça, c'est un mensonge qualifié, parce que je l'ai déjà informé que c'était absolument pas le cas. Ce qu'on dit, c'est que l'étude a été falsifiée, et que la position de Raoult est conséquemment mensongère. C'est pas une question de respecter la procédure par politesse, c'est une question de tromperie. De plus, les règles de l'art, comme il dit, ont justement été assouplies, de manière intelligente, par l'OMC, qui a prescrit de ne pas attendre la conclusion finale d'une étude pour prendre une décision, mais simplement les résultats préliminaires qui indiqueraient un effet significatif pour un traitement, tout en continuant l'étude en même temps pour s'assurer de la fiabilité des résultats. Mais si on fait une étude comme c'est actuellement lancé dans l'étude Discovery, dont on attend les résultats dans 6 semaines, eh bien dans 6 semaines, au rythme actuel, on risque d'avoir à peu près peut-être 50 000 morts supplémentaires. Là encore, je lui ai pourtant clairement expliqué que c'était faux, il en est informé. Il ne s'agit pas d'attendre 6 semaines, les résultats préliminaires sont attendus autour du 5 avril, soit aujourd'hui même au moment où j'écris cette vidéo, donc en théorie ça devrait arriver du jour au lendemain. Là encore, c'est un mensonge, il sait qu'il n'y a pas à attendre 6 semaines, mais il prétend quand même que ce serait la seule alternative. L'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui est quand même connu, dont la mise sur le marché aux États-Unis remonte à 1949, c'est-à-dire il y a 71 ans. Mais on s'en fout, c'est un médicament qui est déjà connu pour d'autres maladies. Là, il est question de l'employer comme traitement sur un virus dont on ignore encore tout. C'est pas parce que l'HCQ fonctionne pour le paludisme qu'elle fonctionne pour le Covid-19. Rien n'exclut qu'au contraire elle n'aggraverait pas la situation, comme c'est justement son cas pour le VIH ou le chikungunya. Et rappelons que pour le VIH par exemple, comme pour le SRAS-CoV-2, elle présentait pourtant des résultats in vitro encourageants. Donc c'est pas parce qu'en laboratoire on observe qu'elle pourrait aider contre le Covid-19 que dans les faits ça ne risque pas au contraire d'aggraver les choses.
Le problème, c'est pas uniquement les effets secondaires, c'est de savoir si d'une part les effets secondaires sont palliés par une efficacité contre cette maladie spécifiquement, d'autre part de s'assurer que ça aide les patients et non pas que ça leur nuise. Or, à ce stade, nous n'avons aucune idée de son effet sur le Covid-19, et avoir les magouilles auxquelles recourt Raoult dans son étude et ses statistiques pour faire croire que ça marche, je serais pas étonné qu'on découvre qu'elle soit au contraire nuisible. On a découvert que Madame Buzyn, le 13 janvier dernier, a décidé de la faire classer parmi les substances vénéneuses, ce qui pose quand même si c'est une décision qui remonte à un certain temps, on est quand même un petit peu surpris de cette décision qui intervient pour le moins de façon particulièrement inopportune au moment où on devrait en avoir besoin. Non mais ça a été largement débunké et ça a été d'ailleurs bien avant qu'il publie cette vidéo. Ce qui a été classé comme dangereux le 21 janvier, c'est l'hydroxychloroquine, un équivalent moins puissant, donc moins dangereux, du sulfate de chloroquine qui lui est classé comme dangereux depuis 1960 déjà. Donc a priori ça s'est pas fait à cause d'un conflit d'intérêt contre le docteur Raoult. De plus que cette décision du 21 janvier est débattue depuis le 10 octobre 2019 alors que l'existence du Covid-19 n'est connue que depuis décembre de la même année. Donc, sauf à supposer qu'il y a une sorte de réseau de l'ombre incroyable qui connaissait l'existence du virus avant même qu'il soit découvert par les médecins, il n'y a absolument rien de suspect à voir dans cette décision du 21 janvier 2020. C'est ce qu'on appelle une coïncidence du calendrier. Et d'ailleurs, même si c'était pas le cas, elle entrave en rien les revendications de Raoult, puisqu'elle interdit pas la vente d'HTQ, seulement sa vente libre. Ce que ça dit, c'est juste que pour s'en procurer, il faudra une ordonnance. Le but est d'éviter les automédications, ce qui est donc parfaitement compatible avec ce que dit Raoult, qui n'a jamais exigé sa vente libre. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter jour après jour. Il faudrait faire preuve d'une extraordinaire circonspection dont on ne fait pas preuve s'il s'agit de l'administrer pour soigner un lupus ou pour avoir un médicament pour prévenir le paludisme. Mais si, justement, on en fait preuve. Pour ces maladies-là, l'efficacité de l'HTQ a bien été attestée au travers d'études cliniques fiables qui ont permis de démontrer que la balance bénéfice-risque de ce traitement, relativement à ces maladies, est bénéfique en dépit de ses effets secondaires. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres maladies, comme le chikungunya pour lesquelles l'HTQ s'avère au contraire néfaste, et pour le Covid-19, tout le problème est qu'on n'a actuellement aucune idée de si elle est bénéfique, inefficace ou carrément nuisible. Sachant que même une nuisance infime comme une surmortalité de l'ordre de 0,1% peut avoir à de grande échelle des conséquences désastreuses et se chiffrer en milliers voire en millions de morts dans le monde. On ne prescrit pas un traitement à des malades sur un simple coup de tête ou sur une intuition. Si on ne dispose pas de données un minimum fiable pour évaluer aussi bien son efficacité que ses risques, alors le prescrire à grande échelle est inconscient. On ne joue pas à la loterie avec la vie des malades, même s'il y a un prix Nobel à la clé. Et parmi celles qui critiquent le professeur Raoult, je constate qu'ils n'ont, pour l'instant, aucun traitement alternatif à proposer. Mais quel est le putain de rapport ? C'est pas parce que j'ai pas de remède spectaculaire alternatif à offrir que la chloroquine marche par défaut. C'est pas une campagne politique là, bordel, on parle de la vie de milliers de personnes. S'il y a pas de traitement, alors il y a pas de traitement, point. C'est pas faire semblant d'en avoir un qui le fera marcher par l'opération du pouvoir de la volonté. S'il faut absolument donner quelque chose aux malades pour prétendre qu'on agit, alors autant leur donner des fraises tagada. On a exactement aussi peu d'idées sur l'efficacité que ça peut avoir, mais au moins on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire, donc sa balance bénéfice-risque est meilleure que pour la chloroquine dans l'état des choses. Ce genre d'argument, ça peut s'appliquer à n'importe quelle prétendue solution, même les plus absurdes. Ça justifie en rien qu'on prescrive la chloroquine en l'absence de preuves suffisantes. J'ai écouté le professeur Raoult, j'ai trouvé qu'il était nettement plus nuancé que ce qu'on lui fait dire. Il n'a jamais parlé de médicaments miracles. Mais nuancer mon cul ? Être nuancé sur une situation, ce serait avoir conscience du fait que même si on admettait que son étude soit valide, il faudrait faire preuve de la plus grande prudence sur son résultat. Elle justifierait au mieux d'élargir les tests et d'investir plus de moyens dans l'exploration de cette piste. Moyens qui, rappelons-le, y seront nécessairement consacrés au détriment d'autres solutions possibles, ce qui peut potentiellement retarder de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, l'obtention d'un véritable traitement. Or, que dit Raoult au sujet de l'étude Discovery qui sert justement à vérifier cette efficacité ? Je m'en fiche, à partir du moment où on a démontré qu'un traitement marche, je l'utilise, c'est tout. Ce mec n'en a rien à foutre de la science, il a pas plus de nuances que de poudre au cul. Il prétend bien avoir déjà un remède et qui aurait même pas besoin de le vérifier plus solidement. Selon lui, on devrait se contenter de son torchon de faussaire et ne pas faire d'autres études sur la chloroquine. Un charlatan ne procéderait pas autrement que ça. Quand on est sûr que son traitement marche, on se réjouit que des moyens aussi considérables soient alloués pour le démontrer. On ne déclare pas qu'on s'en fout en prétendant qu'une étude falsifiée sur 42 patients suffirait largement à passer directement à son application. Et pour ce qui est du terme remède miracle, évidemment qu'il a jamais prononcé ce terme puisque c'est une formulation péjorative qui vise à critiquer l'emballement de certains pour cette prétendue solution.
Raoult a bien parlé cependant de remèdes aux effets spectaculaires. Notons en passant que dans sa dernière publication, celle où il a d'ailleurs décidé qu'un groupe contrôle ça ne servait à rien, on apprend qu'il a obtenu un taux de guérison spectaculaire de 83% au jour 7, et il en conclut que c'est la preuve que ça marche bien. Sauf que sans groupe contrôle, comment vous voulez savoir que c'est mieux que ce qu'on aurait obtenu avec des fraises Tagada? Les données brutes comme ça nous apprend rien. Et le seul point de comparaison dont on dispose, c'est l'unique étude publiée à ce jour sur le sujet, qui est une étude chinoise qui conclut qu'aucune différence significative de l'HTQ n'a été observée. Et dans cette étude, on remarque que le groupe contrôle, celui qui n'a pas reçu de chloroquine donc, et d'ailleurs même pas de placebo puisqu'il s'agit d'un open label, dans ce groupe contrôle donc on observe 93,3% de guérison au jour 7. Donc en résumé, un groupe contrôle chinois qui reçoit uniquement des soins palliatifs a un taux de rétablissement de 93,3% après 7 jours, tandis qu'un groupe soigné à la poudre de Raoultine spectaculaire dans l'un des instituts les mieux équipés d'Europe a un taux de rétablissement de 83% après la même durée. Spectaculaire comme résultat, n'est-ce pas? Et notons d'ailleurs que ce terme spectaculaire, il l'a utilisé avant même de mener sa propre pseudo-étude. Il parlait déjà de résultats spectaculaires avec la chloroquine dès le 25 février. Et sur la base d'une prétendue étude chinoise qui n'était en fait qu'une annonce qui mentionnait une efficacité apparente de la chloroquine et qui s'est avérée être une simple lettre adressée aux éditeurs de la revue par des pharmacologues, désirant sans doute attirer l'attention des chercheurs sur la chloroquine. Alors désolé, mais pour la nuance, on repassera quand même. Et quand bien même il dirait le contraire par ailleurs, tout ce que ça démontre, c'est qu'il a aucune fiabilité. Depuis quand un chercheur qui dit un truc de son côté et son contraire de l'autre, ce serait un gage de confiance? Que ça plaise ou non à Asselineau, il a bien crié aux résultats spectaculaires sur la base de littéralement que dalle, puis ensuite falsifié une étude pour se donner raison. Et comme je lis dans mon article, on remarque que la vraie étude chinoise publiée, celle qui conclut à l'inefficacité de la chloroquine, a été publiée le 6 mars, soit juste avant que Raoult lance sa propre étude. Peut-être que ça explique un peu le degré auquel il a contourné les protocoles et manipulé les données pour obtenir le résultat voulu, non? Le terme remède miracle n'est pas excessif pour décrire la chloroquine. Il a bien annoncé la fin de partie dès le 25 février et sans aucune bonne raison. C'est exactement ça qu'on appelle un remède miracle au sens du charlatanisme. Il a dit que c'était un médicament, c'est une combinaison de médicaments qu'il fallait prendre le plus tôt possible, d'où la nécessité d'avoir des tests, parce que si c'était trop tardif, ça ne servait plus à rien. Oui, effectivement, il a bien dit ça. Sauf que c'est rien d'autre qu'une variante bien commode de l'empoisonnement du puits. Si le patient guérit, c'est la preuve que ça marche. Si ça tourne mal, c'est signe qu'il a été pris en charge trop tard. Mais du coup, c'est jamais le traitement qui est remis en cause. Remarquons aussi que c'est bien pratique parce que, du coup, dans sa prétendue étude sans groupe contrôle, il exclut de base tous les cas sévères, parce que c'est trop tard pour eux de toute façon, mais aussi tous les patients à risque de complications pour lesquels l'HCQ est contre-indiqué. Et quand on élimine les cas les plus risqués dans un échantillon, et mécaniquement on augmente le taux de guérison observé dans le résultat. D'autant plus, et ça je reconnais que ça fait de lui un charlatan brillant, il a affirmé qu'il testerait tout le monde, symptomatique ou pas, et traiterait à la Raoultine tous les cas positifs. Et ça a un impact monumental sur le résultat comparativement aux moyennes habituelles. Parce que dans les hôpitaux qui sont déjà débordés, on traite avant tout les patients symptomatiques, et plus particulièrement les cas sévères ou à risque. Les asymptomatiques, ils sont même pas dépistés. Tant qu'ils sont pas en danger immédiat, ils ont d'autres priorités que de s'occuper d'eux. Donc en procédant comme ça, Raoult ajoute à son échantillon une grande quantité de patients qui n'ont pas ou peu de symptômes et dont les chances de rétablissement sans traitement étaient déjà de quasiment 100% à la base. À titre indicatif, si on suppose qu'il constitue la moitié des patients traités, ça permet déjà de prétendre à une mortalité 2 fois moins élevée dans le résultat, même avec des fraises Tagada. C'est sûr qu'à ce tarif-là, c'est facile de publier des résultats qui laissent penser qu'on guérit bien plus de gens en comparaison d'autres hôpitaux, dont les résultats sont avant tout basés sur un échantillon de patients déjà sévères ou à risque élevé. Surtout quand on prend en plus la peine de préciser qu'on ne compte les morts qu'à partir du 4e jour. Parce que s'ils meurent avant, ça compte pas, c'est pas du jeu bien sûr. Les hôpitaux aussi, je suis sûr que quand ils ont un mort sur les 3 premiers jours, là ils disent « Ah, Joker, celui-là il est mort tout seul, ça compte pas ». Rappelons d'ailleurs en passant que dans sa fameuse étude, le patient qui est décédé au 3e jour de traitement. Donc là par exemple, il apparaîtrait pas dans le résultat qu'il affiche. Et pourtant le type il est quand même mort, Donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde avec ces données bidons, ça n'est pas de la science, c'est de la charlatanerie. Mais comme l'a dit le professeur Raoult, c'est comme si on voulait faire un groupe placebo pour tester un parachute, avec 50 personnes qui se jetteraient dans le vide du haut d'un avion avec un parachute et 50 autres sans parachute et voir le résultat. Là, ce qui m'énerve, c'est qu'il est loin d'être assez con pour pas voir que cet argument est complètement naze. Il y a aucune excuse possible, il se fout tout simplement de la gueule du monde. Parce qu'un crash d'avion, corrigez-moi si je me trompe, il y a rarement 98% des passagers qui y survivent par défaut, non ? Donc déjà, si on remet les choses à leur place, d'un seul coup, utiliser un groupe contrôle, c'est tout de suite moins absurde.
Ça permettrait de savoir s'il vaut mieux rester dans l'avion et avoir environ 2% de chances de mourir, ou bien sauter en parachute et avoir potentiellement encore plus de chances de mourir, ou alors moins, ou exactement pareil. Ah bah oui, tout de suite, c'est beaucoup moins bluffant comme comparaison, pas vrai ? Et puis surtout, cet argumentaire à la con, on le retrouve sous plein de formes. Des fois, c'est une histoire de maison qui brûle et de pas vouloir utiliser un extincteur parce qu'il serait pas homologué. Des fois, c'est un type qui se noie auquel on refuse d'envoyer une bouée parce qu'elle serait pas homologuée. Sauf que là encore, c'est un homme de paille. Ça serait valide que si le fond du problème était de respecter la procédure par simple politesse. Et c'est pas du tout ça qui est reproché à Raoult. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir lamentablement échoué à démontrer que son traitement en est bien un. Donc la bonne analogie, c'est pas un parachute, une bouée ou un extincteur qu'on refuserait d'utiliser parce qu'ils sont pas homologués, c'est tout simplement de vérifier qu'il s'agit bien de ces objets avant de les utiliser. Pour l'avion, il est question de s'assurer qu'on saute avec un parachute et non pas avec un cartable. Pour le noyer, il est question de s'assurer qu'on lui jette une bouée et non pas un rocher. Et pour l'incendie, il est question de vérifier qu'on utilise bien un extincteur et pas une bicyclette. Pour dire qu'il faut utiliser le parachute, l'extincteur ou la bouée, il faut déjà savoir que c'est bien ça qu'on a en main. Donc par analogie, pour justifier qu'on doit utiliser un traitement, il faut déjà savoir que ça guérit les gens. Or, encore une fois, ça n'est pas le cas. On présente, et notamment les critiques de cette hydroxychloroquine, présentent cette affaire comme si c'était uniquement l'invention d'un savant fou s'appelant le professeur Raoult. Et là, on en revient à l'argumentaire qui m'avait répondu sur Facebook, à savoir une liste d'arguments d'autorité en citant tout un tas de personnes qui auraient raison juste parce qu'elles sont connues ou qualifiées. Déjà, on pourrait lui faire remarquer que là où il cherche la petite bête parmi les contradicteurs de Raoult, il passe à côté de trucs gros comme une maison, comme le fait que Douste Blazy, qu'il cite et sur qui il a publié un article en entier, est membre du conseil d'administration de l'IHU Méditerranée, dirigé par le docteur Raoult. Bonjour l'impartialité du type, quoi. Mais surtout, on en a rien à foutre de qui soutient Raoult. Le seul truc qui importe, c'est pour quelle raison on peut le soutenir. Et là-dessus, je renvoie à mon article, la réponse est aucune. Et j'insiste bien sur une chose, surtout parce que je sais que ça fait rager Idrissa Berkane, même si demain, par exemple, une étude en double aveugle randomisée sur 500 000 patients venait démontrer que la chloroquine guérit absolument tout le groupe test en 30 minutes avec une efficacité parfaite et spectaculaire, même dans ce scénario-là, Raoult aurait quand même tort et resterait un charlatan. Parce que c'est seulement une fois que cette étude sera publiée qu'il sera légitime de crier victoire et exiger qu'on la prescrive à tous les patients. Avant elle, il n'y a aucune bonne raison de le prétendre. Raoult n'aurait alors eu juste que par pur coup de bol, et on lui serait redevable de rien, sinon d'avoir fait perdre du temps à tout le monde en ne faisant pas son boulot correctement. C'est uniquement aux auteurs de l'étude qui sera parvenu à cette conclusion qu'on sera redevable. On n'en a donc rien à foutre de qui est d'accord avec Raoult ou soutient la même chose que lui, seul importe la légitimité de l'affirmation. Et comme je l'explique dans mon article, elle est à ce jour nulle. L'étude de Raoult est falsifiée, et même si elle ne l'était pas, sa seule méthodologie fait que son résultat ne serait pas assez fiable pour prescrire quoi que ce soit. La seule et unique étude dont on dispose relativement à l'efficacité de l'HCQ dans le traitement de Covid-19, c'est celle-ci, et elle conclut à l'inverse de ce que prétend Raoult. Aucune différence significative observée entre les deux groupes. Certes, elle est très légère elle aussi, peut-être qu'elle pourrait être contredite par des études à venir plus solides, mais encore une fois, c'est la seule étude publiée sur le sujet dont on dispose à ce jour, et elle contredit Raoult. Donc à ce jour, il y a zéro raison de prétendre que ça marche, mais au moins une raison qui permet, avec prudence, de supposer le contraire. Et qui piétinerait toute la déontologie médicale et qui n'en ferait qu'à sa tête et qui truquerait des résultats. Alors là, moi je dis, ça n'est pas vrai, c'est faux. Là encore, je rappelle que ce qu'il dit là, c'est en pleine connaissance de cause. Il est dûment informé de la situation, il sait que Raoult a bien triché de toutes les manières possibles dans sa prétendue étude, et il vient pourtant réaffirmer que c'est faux. Remarquez d'ailleurs qu'en début de vidéo, il avait dit que pour critiquer Raoult, il fallait être médecin, et voilà que pour évaluer les critiques de professionnels en bactériologie, il est soudainement compétent. Alors on va quand même rappeler quelques détails sur le fait que c'est pas vrai qu'il ait truqué son étude. Pour ceux qui veulent en voir une analyse plus détaillée, je vous renvoie vers la vidéo de Monsieur Sam qui l'explique avec tout le talent qu'on lui connaît. Mais en résumé, déjà, il utilise un échantillon beaucoup trop faible pour en tirer la moindre conclusion fiable. Et en plus de ça, la répartition des patients est totalement biaisée. Le groupe test, soigné à la chloroquine, est intégralement situé dans son IHU. Le groupe contrôle est essentiellement situé dans d'autres hôpitaux, souvent avec des moyens moindres et débordés par une crise sanitaire. Donc on a un échantillon trop petit et surtout composé de deux groupes qui ne sont pas évalués à qualité de soins égale. En soi, même si le reste de l'étude était bien mené, ça impliquerait déjà de faire preuve de la plus grande prudence quant à ses résultats. Or Raoult fait justement tout l'inverse, et il le faisait déjà avant ses résultats. Il a d'ailleurs affirmé en réponse à ces critiques que plus un échantillon est faible, plus le résultat est significatif.
Et en plus de ça, il prétend qu'il avait même pas besoin de groupe contrôle et il s'en est effectivement passé par la suite. Ce qui est un mensonge pur et simple, et il le sait très bien puisqu'il disait exactement l'inverse par le passé. Aucun chercheur digne de ce nom ne soutiendra jamais des conneries pareilles. Un étudiant de première année sait que c'est faux. Et ce type est censé être le numéro 1 mondial de la virologie? Mais on se fout de la gueule de qui là? Rien que là-dessus, il est entièrement légitime de qualifier de charlatan. Plus un échantillon est large, plus on écarte le hasard des résultats, donc plus ils sont significatifs, et sûrement pas l'inverse. De même qu'un groupe contrôle est indispensable pour évaluer si les guérisons observées sont dues au principe actif du traitement, ou bien au seul système immunitaire des gens ou à un effet placebo. Sans groupe contrôle, des guérisons vous en observerez même avec des fraises Tagada. De base, il y a au minimum 80% des patients qui guérissent tout seuls sans complications. Quoi que vous donniez à cela, ils vont être tentés de croire qu'ils ont guéri grâce à ça. Et donc vous aurez forcément des témoignages de patients émus qui vous diront que le traitement marche, c'est sûr, et qui vous doivent la vie, avant d'apprendre qu'ils avaient même pas été contaminés pour commencer. On remarque aussi dans son étude que la mesure de la charge virale, sur laquelle repose concrètement la totalité de sa conclusion, est totalement bâclée. Presque la moitié du temps, les patients n'ont tout simplement pas été mesurés, et lorsqu'ils l'ont été, les mesures sont incohérentes. Un jour ils sont positifs, l'autre pas, le suivant à nouveau. D'ailleurs, dans les premières versions, on remarquait qu'en fait, l'un des patients du groupe test est compté guéri alors qu'il n'a pas été testé. Tandis que dans le groupe contrôle, 5 autres n'ont pas été testés, et ils sont cette fois comptés comme malades. C'est quand même pratique. Mais là où la falsification est la plus évidente, c'est sans doute dans les sujets écartés de l'étude en cours de route. En soi, ça arrive toujours qu'il y en ait, sauf que là on remarque que parmi les 6 patients écartés du résultat, 3 ont été transférés en réanimation et 1 est décédé. Au lieu de les compter non guéris dans ces résultats, ce qui aurait drastiquement impacté sa conclusion, l'équipe de Raoult a tout simplement décidé de les retirer de l'étude. Hop, cela non plus, ils comptent pas. Ça s'appelle de la fraude, il n'y a pas d'autre mot. Les premiers qui ont parlé de l'effet positif de l'hydroxychloroquine pouvant faire baisser la charge virale, ce sont les Chinois. C'est une étude chinoise qui est parue en février 2020, donc il y a à peu près un mois et demi, dans une revue qui s'appelle Bioscience Trends. Alors déjà, j'en ai déjà un peu parlé, et là encore, j'insiste bien que c'est un mensonge qualifié de sa part. Il est déjà informé que ce qu'il dit n'est pas vrai. Comme je l'ai dit, cette étude n'en est pas une. C'est une simple lettre de pharmacologue visant à attirer l'attention sur la chloroquine. Et même si elle avait été une étude, elle parle d'une efficacité apparente, et non pas d'un remède spectaculaire. Et pourtant, la réaction de Raoult à cette publication, ça a été celle-ci. Et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. On sera quand même d'accord qu'entre montrer une efficacité apparente et une guérison spectaculaire, il y a quand même une certaine marge. Et notez bien en passant qu'il parle ici de la chloroquine seule, et non pas de son fameux protocole à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Donc si l'étude Discovery montre que la HCQ ne marche pas, il faudra pas venir me faire croire que c'est normal parce qu'il a toujours dit que le traitement c'est HCQ plus azithro. Il a bien dit que la chloroquine seule avait des effets spectaculaires. Monsieur le professeur Raoult est très loin d'être le seul médecin à préconiser ce traitement à la chloroquine parmi d'autres sommités du monde médical et d'autres professeurs. Alors bien sûr, mais on va noter d'une part que tous ces médecins n'ont prôné ce traitement qu'après la prétendue étude de Raoult et jamais avant. Donc ça démontre rien de plus que Raoult soit parvenu à les tromper. Il suffit qu'il l'ait cru sur la base de son expertise apparente, qu'il se vante lui-même d'avoir. Rappelons qu'il signe tout ce qui émane de son institut, même sans y avoir contribué, et qu'à ce tarif-là, c'est pas bien compliqué de trôner au sommet d'un classement comme ExpertScape. D'autant que si là on parle de médecins et plus encore d'infirmiers ou d'ambulanciers, on parle rarement des chercheurs tels que les microbiologistes qui eux tirent plutôt à boulet rouge sur Raoult et ont même démontré qu'il photoshopait littéralement des preuves dans ses publications depuis 2006 au moins. Il a d'ailleurs été banni d'une douzaine de revues prestigieuses à cause de ça. Un médecin, un infirmier ou un ambulancier n'a ni le temps ni nécessairement les compétences pour analyser la méthode employée dans une étude clinique et vérifier si elle n'a pas été falsifiée. C'est tout simplement pas leur travail et en plus en ce moment ils ont certainement d'autres priorités à gérer. Donc évidemment que quand un professeur en apparence qualifié publie une étude qui prétend avoir trouvé un remède spectaculaire, ils peuvent que le soutenir, ils attendent que ça. C'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils ont été trompés. Le professeur Christian Perron n'est pas n'importe qui non plus, c'est le chef de service en infectiologie au CHU de Garches. Et il a précisé au sujet des effets secondaires de la chloroquine, dont on parle beaucoup, des douleurs, de la fièvre. Les symptômes secondaires ne sont pas bien méchants, les effets cardiaques sont très rares, et si on les surveille, il n'y a pas de problème. La majorité des patients la tolèrent bien. Ce qui démontre simplement que le docteur Perron est soit leurré, soit con.
Parce que c'est un raisonnement circulaire. Le fait que l'HCQ n'aurait que peu d'effets secondaires n'est excusable que s'il y a un effet positif à en attendre en contrepartie. C'est le principe de balance bénéfice-risque. Sans cet effet bénéfique, on a uniquement la prise de risque. Donc on exposerait les patients à des effets secondaires, certains mortels, et il y aura inévitablement des morts à grande échelle si c'est pas déjà le cas. Tout ça sans même savoir si ça leur sera bénéfique en échange ou au contraire nuisible. C'est totalement absurde. Surtout que là, on parle pas de donner des maux de ventre ou de la fièvre à des personnes bien portantes, mais à des patients atteints d'une maladie dont on sait qu'elle peut rapidement dégénérer jusqu'à être mortelle. C'est pas des patients sur lesquels on peut s'autoriser à jouer avec leur état de santé général. Le seul cas de figure dans lequel il serait acceptable d'exposer des patients à ces risques, ce serait si on avait une garantie suffisante qu'ils en tiraient un bénéfice plus grand en contrepartie. Or justement, ce n'est pas le cas. L'étude de Raoult ne vaut rien, encore une fois elle est falsifiée, et la seule étude publiée dont on dispose sur le sujet conclut à l'absence d'effet. Tant qu'une étude plus solide ne viendra pas la contredire, administrer la chloroquine à tous les patients serait dangereux et totalement irresponsable. Ça reviendrait à tuer des gens, même très peu, c'est pas la question, sans la moindre garantie de sauver qui que ce soit. Le professeur Raoult n'est pas seul. C'est-à-dire que tous les professeurs et les médecins qui sont dans son équipe, eh bien, ce sont des êtres libres et indépendants. Ils ne sont pas sous sa coupe. Ah bon, ils sont pas sous sa coupe ? C'est pas exactement ce qui transparaît du rapport du CHSCT, qui décrit justement comme un petit tyran autoritaire qui n'hésite pas à recourir au harcèlement moral et à l'humiliation pour s'assurer que tout le monde oriente bien ses recherches dans le sens qui l'arrange, n'hésitant pas visiblement à entraver la carrière de ceux qui ne font pas preuve d'assez de docilité, jusqu'à ne pas mentionner les étudiants comme co-signataires dans les études où ils ont contribué, ce qui est une violation de la déontologie de la recherche. Après je sais pas, peut-être qu'Assino partage avec lui ce mode de management et qu'il y voit pas de problème. Personnellement, j'ai jamais été employé de l'UPR, donc je peux pas en témoigner. Mais au fil des années, j'ai remarqué que ceux dont c'était le cas avaient tendance à changer très régulièrement quand même. Donc allez savoir, il se passe peut-être des trucs intéressants en coulisses. Notamment le professeur Éric Chabrière, ils ont décidé de se rebeller contre les directives du ministère. Ils ont décidé de dépister systématiquement toute personne présentant des signes de fébrilité. Et ils ont décidé de soigner à ce moment-là, dès que quelqu'un était reconnu positif avec les tests qu'ils se sont constitués, de soigner dès à présent les patients à l'hydroxychloroquine. Bravo, vraiment bravo. Donc Asselineau, qui pendant 13 ans nous a répété l'importance fondamentale du respect du droit, félicite ici une bande d'escrocs qui ont ouvertement choisi de désobéir à la loi. Je rappelle que même avec le décret du 26 mars, la prescription de l'HCQ est strictement réservée au cadre d'études expérimentales, à l'exception des cas graves, ce qui est déjà une très mauvaise idée. Ce qui signifie qu'il est actuellement interdit d'en administrer à des patients bénins en dehors d'un cadre expérimental, cadre qu'il utilise bien sûr comme couverture, sauf que vu qu'il n'utilise même pas de groupe contrôle, il n'y a aucune information à tirer de l'étude qu'il est censé mener. Ça n'est donc pas une véritable étude clinique mais simplement une couverture, ce qui tombe sous le coup de la loi, et il y aura certainement des conséquences pour ça. Mais donc bravo à Asselineau d'en faire l'éloge, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'il a toujours prétendu défendre et qu'il piétine à présent sans vergogne dans une volonté très explicitement électoraliste. Souhaitons-lui que ça marche, mais ce serait dommage que ça finisse comme l'affaire de la cyclosporine cette histoire, sinon il passerait bien pour un con. Ils ont motivé leur décision par des conditions morales, en invoquant le serment d'Hippocrate qui exige qu'ils doivent obéir à un devoir de médecin, c'est-à-dire devoir de sauver des vies en urgence, en mettant le cas échéant de côté la méthodologie lorsqu'il y a une urgence absolue, lorsqu'on est en état de guerre, comme l'a dit Macron lui-même. Là encore, il sait que c'est faux parce que je lui ai déjà expliqué que c'était tout l'inverse. La première obligation du médecin, selon le serment d'Hippocrate, c'est primum non nocere. Tout d'abord, ne pas nuire. Ça signifie que la priorité absolue du médecin est de s'assurer de ne pas faire plus de mal que de bien. Or, comme je l'ai dit, il est ici question de contourner la loi pour appliquer un traitement dont on sait qu'il aura des effets secondaires néfastes, potentiellement mortels, mais dont on ignore totalement s'il a le moindre effet bénéfique, et même on a des raisons de penser l'inverse. C'est bien une violation frontale et indiscutable du serment d'Hippocrate, et ne parlons même pas du consentement éclairé du patient, qui est ici leurré à croire qu'il reçoit un remède aux effets spectaculaires, alors qu'absolument rien ne démontre son efficacité et que ça pourrait, à l'inverse, empirer sa condition. Je constate que le professeur Raoult est soutenu, par ailleurs, par un nombre croissant de responsables politiques, et non des moindres. Non mais là, on est dans le sophisme d'argument d'autorité sous la forme la plus stupide qu'il en existe.
Qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à foutre que des politiciens soutiennent un traitement médical? J'ai déjà expliqué que même pour des médecins, ça ne constituait déjà pas un argument. Ils peuvent être trompés ou en proie à des conflits d'intérêts. Le seul truc qui m'intéresse, c'est les raisons pour lesquelles ils soutiennent ça. Et encore une fois, il n'existe aucune bonne raison de le soutenir à l'heure actuelle. C'est pas mon opinion, c'est ce que dit l'état de la recherche au sujet de la chloroquine. Qu'est-ce que ça peut me foutre qu'Estrosi la soutienne malgré ça? Et d'ailleurs, depuis quand l'UPR prend des politiciens européistes comme des exemples de bon sens? D'ailleurs, vous avez remarqué un petit détail amusant dans ce qu'il liste? Alors on a Christian Estrosi, LR, Julien Aubert, LR, Bruno Retailleau, LR, Valérie Boyer, LR. Il était affilié à quel parti d'où se Basile déjà avant de soutenir Macron? Ah oui, LR? Et c'était qui déjà l'ami de Didier Raoult qui était présent à l'inauguration de son IHU? Ah oui, Renaud Muselier, également LR? Aucun réseau de copinage visible, n'est-ce pas? Ah non, attendez, il y a un autre politicien qui n'est pas LR et qui soutient la chloroquine, c'est qui? Jean-Luc Mélenchon. Ah ok. Non, là j'avoue, si Mélenchon avait tendance à surfer sur le buzz par électoralisme, ça se saurait quand même, c'est pas son genre. Mais c'est cool qu'Assino lui emboîte le pas là-dessus, hein, ça montre qu'il mange pas de ce pain-là non plus. Et on va même pas s'attarder sur Macron et Donald Trump, qui sont tous deux des exemples indiscutables de compétences, tout particulièrement dans leur gestion de la crise sanitaire, comme Assino s'était d'ailleurs fait le plaisir de le rappeler en début de vidéo pour Macron. Ce que disent tous ces professeurs et tous ces médecins, et pas seulement le professeur Raoult, c'est qu'il faut administrer ce cocktail de médicaments le plus tôt possible pour faire baisser la charge virale. Puisque une fois que si malheureusement la maladie se déclare et que notamment elle attaque les poumons, à ce moment-là, c'est plus vraiment le problème n'est plus vraiment le virus, le problème c'est la maladie du poumon elle-même, et à ce moment-là, le médicament ne joue plus ses effets. Ah bah ça c'est marrant parce que dans la vidéo où j'ai vu Raoult affirmer ça, il s'appuie sur une nouvelle étude chinoise publiée la veille le 30 mars. Alors elle nous dit quoi cette fameuse étude? Ah pardon, déjà c'est une pré-pub, donc une étude qui n'est pas validée et qui précise explicitement en en-tête qu'elle ne doit pas servir de guide à des pratiques médicales. Donc il ne faut pas faire exactement ce qu'ont fait Raoult et Assino, c'est quand même pas de bol. Mais surtout quand on regarde dans le détail, on remarque une chose. Premièrement, elle ne donne aucune donnée concernant la charge virale, elle affirme juste de but en blanc que la chloroquine permet de guérir plus vite avec moins de complications, sauf que tant qu'elle n'est pas publiée en détail et validée, on n'a aucune idée de si c'est fiable ou pas. Et surtout, la seule donnée qu'elle fournit, c'est un taux de rétablissement pneumonique significativement supérieur sous chloroquine. C'est-à-dire que la seule information chiffrée qu'on apprend dans cette étude, qui n'est pas encore publiée et que Raoult prend pour preuve de l'efficacité de son traitement, c'est que la chloroquine est efficace dans les cas sévères avec complications pneumoniques. Vous saisissez le problème là? Un indice, ça a à voir avec l'affirmation selon laquelle la chloroquine n'est efficace qu'avant les complications et qu'après elle ne sert plus à rien. Aussi bien Assino que Raoult démontrent en fait ici n'être même pas capables de lire correctement l'abstract d'une étude, tout comme les avertissements bien visibles en en-tête. Et les critiques féroces de l'hydroxychloroquine et accessoirement du professeur Raoult ne s'intéressent pas à l'autre cocktail qui est proposé dans le décret, qui est le cocktail lopinavir-ritonavir. Attention, là on arrive sur une nomination aux Oscars de la cohérence. Parce que ce qu'Assino est en train de souligner là, c'est qu'à l'occasion d'un décret promulgué suite à une pression pour l'autorisation de la chloroquine qui a été initiée et entretenue par Raoult et ses promesses de charlatans, un autre remède potentiel, dont l'efficacité n'est pas démontrée non plus, en a profité pour obtenir une dérogation lui aussi. Non pas qu'il était autorisé à la place de la chloroquine, mais en même temps et sous exactement les mêmes conditions. Et Assino a le culot de venir s'en indigner alors qu'il a pleinement contribué à ouvrir cette boîte de Pandore. Si on soutient pour la chloroquine que l'urgence de la situation exige qu'on autorise sa prescription même en l'absence de preuve de son efficacité, alors pour quelle putain de raison on ne pourrait pas également autoriser préventivement n'importe quelle autre substance? Parce qu'elle n'a pas fait ses preuves. Effectivement, elle a même démontré son inefficacité et n'a donc pas à être prescrite pour le traitement de Covid-19. Mais c'est aussi le cas de la chloroquine. Et c'est exactement pour cette raison qu'il n'est pas acceptable de l'autoriser non plus. On ne peut pas à la fois réclamer qu'on autorise la chloroquine et réclamer qu'on interdise le lopinavir alors que les deux sont autorisés dans les mêmes circonstances, sur les mêmes arguments et avec les mêmes conditions. Et en plus, ils utilisent ça comme un prétexte pour dire aux râleurs comme moi comment ça se fait qu'on les entend pas sur le lopinavir cela. Bah déjà parce qu'il avait jamais été question de l'autoriser sans preuve avant que l'autre con rende ça possible avec sa chloroquine là, mais surtout ma position n'a jamais été de dire qu'il faut interdire la chloroquine et uniquement ça. C'est de dire qu'on ne prescrit pas un putain de produit dont l'efficacité n'a pas été démontrée et dont le risque dans le cadre du traitement concerné n'est pas évalué.
peu importe le produit concerné. Là, c'est Assino qui se contredit, c'est pas moi. Il est en train de dire que malgré l'absence de preuves, il est indispensable d'autoriser la chloroquine, mais qu'en raison de l'absence de preuves, il est inacceptable d'autoriser le lopinavir. Où est la putain de cohérence ? Et là, c'est extraordinaire parce que Assino se lance dans une diatribe contre le lopinavir, à juste titre, puisque je viens de dire qu'il est hors de question d'autoriser ce produit-là également. Mais il remarque pas un seul instant que la totalité de l'argumentaire qu'il utilise peut se transposer à l'identique à la chloroquine. Où est passée l'urgence ? Le fait que les gens meurent ? Le fait qu'il faut bien essayer quelque chose ? Pourquoi ces arguments de merde seraient valables pour la chloroquine, mais pas pour le lopinavir à état de la recherche quasiment égal ? Et notons en passant qu'alors qu'il nous dit que pour la chloroquine on n'aurait pas le temps d'attendre le résultat d'études fiables, il vient de citer ici comme source contre le lopinavir un résultat d'études fiables. Donc visiblement on a bien le temps d'en réaliser, non ? Et là encore, si Raoult avait bien fait son travail, la réponse sur la chloroquine, on l'aurait déjà. Donc c'est pas une question de délai ou d'urgence, c'est juste une question de pas avoir voulu la tester sérieusement. Et à mon avis, il y a une bonne raison à cette réticence. À l'IHU de Marseille, ils disent qu'ils ont un taux de décès qui est tombé à 0,14%. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin. Oui, et dans la Bible, il est écrit que Dieu existe. Bon allez, vous savez quoi, je vais jouer le jeu. Oui, ils annoncent un taux de mortalité de 0,14%. Du moins, c'était le cas lorsqu'Assino a fait sa vidéo, entre-temps c'est passé à 0,28%. Mais surtout, c'est un chiffre obtenu en excluant tous les patients à risque, en intégrant des patients asymptomatiques qui ne sont pas comptabilisés ailleurs, et en ne comptabilisant les mortalités qu'à partir du jour 4, parce que pourquoi pas. En plus de ça, je vous renvoie vers la toute récente vidéo d'Hervé Seitz, chercheur en biologie moléculaire au CNRS, qui se trouve d'ailleurs dire exactement la même chose que moi sur Raoult dans une vidéo publiée le même jour que mon article, comme quoi j'ai beau ne pas être médecin, j'ai l'impression de pas raconter que des conneries. Il nous apprend entre autres que l'IHU Méditerranée n'héberge pas plus de 75 patients, puisque c'est le nombre de lits dont il dispose. Les autres, il les diagnostique, leur donne le traitement et les relâche dans la nature. Si bien qu'en cas de complications, ils iront à l'hôpital, puisqu'il n'y a pas de lit disponible à l'IHU, et éventuellement ils mourront là-bas. Dès lors, ils feront partie des statistiques de l'hôpital en question, et non pas de l'IHU Méditerranée. Et donc sur la base de ce propos, on se rend compte que les 5 décès comptabilisés à jour compteraient uniquement parmi les patients qui ont bénéficié des 75 lits. Et même en supposant un roulement rapide, puisqu'on suppose qu'ils guérissent en une semaine de manière spectaculaire, on parle au maximum de 200 patients environ, sur 2 semaines, soit un taux de décès de 2,5%. Bien loin des 0,28% prétendus en comptant comme guéris des patients qui sont simplement allés mourir ailleurs. Ce qui serait très inquiétant compte tenu de leur échantillonnage et du fait qu'ils comptent pas les morts avant le 4e jour de traitement. Parce que si c'est bien le cas, ça veut dire qu'ils sont littéralement en train de tuer des gens avec leur délire là. Quand on s'intéresse de près aux résultats de l'hydroxychloroquine, la vérité doit se trouver quelque part entre aucun effet et le fait qu'on soigne presque 90% des gens. Non ! Bordel de merde, non ! La science, c'est pas de la politique. Il n'est pas question ici de trouver un compromis, bordel. Soit ça soigne les gens et Raoult a raison, soit ça ne les soigne pas et c'est qu'il ment. C'est absolument pas une question de faire une moyenne entre ce qu'il affirme lui et ce que les études affirment pour conclure que ça marche probablement un peu. Et c'est incroyable d'entendre des conneries pareilles. En plus, à partir de là, il part en roue libre complète dans des tests de complot de Big Pharma, donc plutôt que de répondre point par point, je vais juste vous faire un montage qui résume rapidement le propos. L'opinavir, ritonavir, indésirable, c'est fabriqué par qui ? Américain. Le coût de la boîte, c'est plutôt 800 à 1000 euros. Des sommes considérables au laboratoire. Faudrait peut-être creuser un peu des effets secondaires épouvantables. Leucocytes, hémoglobine, polynucléaire neutrophile, éosinophile, thrombocytopénie, hypersensibilité, anaphylaxie, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, goutte, œdème et œdème périphérique, dysgeusie, paresthésie buccale et périphérique, céphalée, vertige, neuropathie périphérique, insomnie, anxiété, confusion, troubles de l'attention, syncope, convulsion, vision trouble, infarctus du myocarde, hypertension, hypotension orthostatique, pharyngite, tout, douleurs abdominales, nausées, diarrhée sévère, vomissements, dyspepsie, une hépatite, hyperbilirubinémie, ictère, prurie, rash, acné, syndrome de Stevens-Johnson, arthralgie, douleur dorsale, rhabdomyolyse, myalgie, myopathie, apollacurie, altération de la fonction rénale, insuffisance rénale aiguë, ménorrhagie, Wikipédia, maladie auto-immune, maladie de Basedow, l'hépatite auto-immune, je vais pas tout vous dire, mais également pancréatite, fatale mort. Maintenant, les effets secondaires du lopinavir, je vais pas tout vous dire, diarrhée, douleur abdominale, selles anormales, réaction cutanée, système nerveux central, dégradation des muscles squelettiques, pancréatite, cardiopathie, arythmie, dyschémie myocardique, c'est pourtant ce qui est conseillé dans ce fameux décret. Je suis éberlué, hydroxychloroquine, il peut y avoir des problèmes cardiaques, c'est exact, il peut y avoir des problèmes à la cornée, des problèmes de vision, plus des problèmes
problème du diarrhée dévastateur. Photo Remdesivir, fait par Gilead Sciences, conglomérat, énormément de fonds. Si vous vous renseignez, l'entreprise pharmaceutique américaine Big Pharma contacte médias, lobbying, 65 millions de dollars dans un mois, il y aura 10, 20, 30 000 morts. Il n'y a aucune raison particulière pour préférer le Remdesivir, dont on peut supposer les mêmes effets que le lopinavir. Très décevant. L'affaire grippe aviaire, Tamiflu, on n'en parle pas. Gilead Sciences. L'orchestration généralisée de la peur, achetée pour des sommes considérables. Tamiflu, Dominique de Villepin, 150 millions d'euros. Roselyne Bachelot, 1 milliard 500 millions d'euros. Au Tamiflu, ça fait partie de cette même famille. Comment ça se fait qu'on n'en parle plus? Alors, petite investigation. Gilead Sciences revêt 50 millions de dollars. Groupe suisse Hoffmann La Roche. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Aucune efficacité. Contrairement à tout le battage médiatique, il n'a pu éviter un certain nombre de décès. Preuve d'efficacité considérée comme faible. 8 études ne sont toujours pas publiées. Je demande aux gens qui passent leur temps à exiger de ce pauvre institut centaines de morts par jour et qui pensent avoir trouvé un traitement, témoignage, études chinoises, États-Unis, Russie, Chine, tout n'est pas parfaitement conforme. Pourquoi n'allez-vous pas vous renseigner, lopinavir, ritonavir, Tamiflu? Je suis allé regarder les effets secondaires. Écoutez bien ça. Je vais pas tout vous dire, mais très négatif, terrifiant. Maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, hallucinations potentiellement mortelles, comportement suicidaire, même en l'absence de preuves directes. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'on n'entend plus beaucoup parler du Tamiflu. Respinavir, à peu près la même chose sous un autre nom. Je vais pas tout vous dire, mais neuropsychiatrique, délire, hallucinations, convulsions, troubles du comportement, 3 décès. Je me mets dans la peau d'un chef d'État. Que puis-je faire pour sauver le maximum de mes comptes? Que doit faire un chef d'État? On a un traitement qui ne marche pas, mais qu'il faut administrer au plus vite et le plus tôt possible. Eh bien moi je suis désolé. Je considère en mon âme et conscience tenter le tout pour le tout, à condition que les études soient honnêtes. Un chef d'État doit développer cette hydroxychloroquine. Urgence. Voilà ce qui me paraît la solution raisonnable. Et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Challenge accepted. À mon sens, développer ce cocktail. Que ceux qui sont contre prennent ici l'engagement que s'ils sont testés positifs, de refuser ce traitement et d'attendre 6 semaines. Sont-ils capables de le faire? Challenge accepted. Excusez-moi encore une fois pour la mauvaise qualité et qui défie l'entendement de désorganisation des responsabilités d'un chef d'État. Restez contre le maximum possible et vive la France. Voilà, donc je vais même pas me fatiguer à répondre à ces conneries. La question, c'est pas de savoir s'il y a un intérêt ou un complot pour promouvoir le lopinavir plutôt que la chloroquine pour des histoires de thunes. C'est simplement de savoir si l'un, l'autre, les deux ou aucun de ces traitements a démontré la moindre efficacité qui justifierait qu'on y recourt comme traitement. Et la réponse est non pour les deux, indépendamment des intérêts en jeu, indépendamment du prix et indépendamment de quoi que ce soit d'autre que les données dont on dispose. On n'autorise ni l'un ni l'autre en l'absence d'études suffisamment fiables pour savoir ce qu'on fait. Et c'est précisément l'euphorie irresponsable générée par les fausses promesses de Raoult sur la chloroquine qui ont permis au départ à la chloroquine d'obtenir une dérogation. Puis la brèche étant ouverte, le lopinavir s'y est facilement engouffré. C'est cette dérogation qui a ouvert la boîte de Pandore. Et là où Macron, au sommet de son incompétence à danser les claquettes sur la chloroquine en l'interdisant, puis en l'autorisant juste un peu et en y ajoutant le lopinavir, Asselineau, lui, est carrément en train de nous affirmer qu'il aurait tout simplement foncé tête baissée comme un con dans une solution dangereuse, injustifiée et irresponsable, et ce, en parfaite connaissance de cause. Et ça, c'est absolument hors de question que je me rende complice. C'est pour ça que j'ai annoncé dès le 28 mars me détacher complètement des prises de position de l'UPR, et puisque 3 jours après, Asselineau a remis une couche avec cette vidéo, j'ai à présent mis hors ligne la totalité de mes vidéos dans lesquelles j'avais soutenu l'UPR et son programme. Asselineau n'aura qu'à défendre sa cause lui-même, parce qu'il a démontré ici que lorsque la situation l'exige, il n'a aucune hésitation à préférer une position électoraliste qu'il ferait bien voir à une position intègre qui serait impopulaire à un instant T. Moi, j'ai adhéré à l'UPR sur la base d'un contrat clair, laisser provisoirement de côté mes divergences politiques avec d'autres, en vue de promouvoir en priorité le Frexit comme moyen indispensable de restaurer la démocratie en France. À aucun moment, je ne me suis engagé à suspendre mon bon sens et mon intégrité ou à fermer les yeux sur des manœuvres politicardes. Et j'ai toujours été très clair sur le fait que le jour où l'UPR exigerait ça de moi, je n'aurais aucune hésitation à en claquer la porte, détruire ma carte d'adhérent devant ma caméra et faire une vidéo pour en expliquer la cause. Je n'ai donc rien fait d'autre que rester fidèle à mes engagements, et conformément à ça, je tiens parole. Merci à tous de m'avoir écouté, et pour ceux qui se le demandent, non, je n'ai pas changé d'avis sur le Frexit pour autant.
En revanche, j'ai pas mal changé d'avis sur la stratégie par laquelle y parvenir, car force est de constater que celle de l'UPR qui m'avait semblé pertinente par le passé n'est plus vraiment en phase avec l'air du temps et qu'elle risque pas de le redevenir vu la trajectoire qu'elle est en train de prendre à Sino. Ça, je suis d'ailleurs pas le seul à le penser, et vous devriez pas tarder à le constater prochainement si ce n'est déjà fait. La réalité, c'est aussi que le Covid-19 a fait bien plus pour le Frexit et contre la mondialisation en un mois que l'UPR en 13 ans. L'UE révèle tellement son inutilité qu'il y a une forte probabilité pour que l'Italie et peut-être aussi l'Espagne annoncent leur départ dans une échéance assez courte. Or l'UE étant déjà en position bien difficile depuis le Brexit, ne parvenant même pas à s'accorder sur un nouveau budget, et en plus pris dans une fuite en avant évidente vu qu'elle cherche à présent à enclencher son élargissement en pleine période de crise sanitaire, c'est quasiment certain que si ça arrive, ça entraînera un effet domino qui se conclura par l'effondrement pur et simple de l'UE, comme ça a été le cas de l'URSS en son temps. Tout ça, le temps nous le dira, mais je pense que quoi qu'il arrive, l'UPR n'y jouera pas un rôle notable, et c'est plus mon problème maintenant. Je vous laisse là-dessus, et compte tenu de la nature particulière de cette vidéo, au lieu de vous inviter à me tiper, je vais à l'inverse inviter tous mes tipeurs mensuels qui ne partagent pas de mes décisions et qui souhaiteraient rétracter leur soutien à s'assurer de bien annuler leur tip, et si possible de le faire savoir sur un ton agressif dans les commentaires, afin que je sois bien dégoûté de perdre tout cet argent que c'est bien fait pour ma gueule. Mais si, à l'inverse, vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à devenir donateur ou à me donner encore plus, juste histoire de faire rager les précédents. Merci à tous de m'avoir écouté, bon confinement en espérant que ça s'éternise pas trop même si je suis un peu sceptique là-dessus. Et pour rappel, je suis actuellement en train de rédiger un livre, d'où le fait que je publie très peu de vidéos. Ça sera un livre de philosophie sur l'éthique du vivant qui reformulera une proposition utilitariste de l'éthique animale. Je vous en reparlerai évidemment lorsque ce sera prêt, au minimum dans plusieurs mois, et j'ai aucune idée de si j'aurai le temps de faire des vidéos entre deux, parce qu'a priori je m'oriente sur un livre de 600 pages là environ, et ça demande quand même pas mal de concentration. Donc on verra ce qu'il advient. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages. Professeur Didier Raoult, une épidémie de coronavirus fait l'actualité en Chine. Doit-on craindre quelque chose ? Vous savez, c'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. C'est vrai que le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. À chaque fois qu'il y a une maladie dans le monde, on se demande si en France on va avoir la même chose. Ça devient complètement délirant. C'est tellement dérisoire que ça finit par être hallucinant. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune connexion entre l'information et la réalité du risque. Mais aucune du tout. Comme ils sont 1,6 milliard, vous n'avez pas fini d'avoir des alertes. Hein. Je sais pas, les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors ils vont chercher en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Voilà, c'est pas sérieux.